Au commencement était une distinction culturelle tangible entre la voix claire, puissante des élites et les balbutiements païens du peuple. Jamais n'oserait-on imaginer un paysan assistant à un opéra de Wagner, présomptueux de croire qu'un mineur puisse apprécier le verbe de Dostoïevski ou appréhender la pensée profonde de Pascal ou Spinoza. Ridicule est la perspective d'une femme de modeste artisan quittant le foyer pour assister à des représentations théâtrales, autant qu'un ouvrier préférant aller au bar plutôt que d'en écouter les suites orchestrales. La culture orale, paillarde, profane et vulgaire des petites gens serait aux grandes œuvres ce qu'est un chat de gouttière estropié face à la dignité royale et solaire d'un lion. Aux pauvres le travail, la satisfaction libératrice de savoir que le domaine des dieux, quoique inaccessible, perdure grâce à leur labeur. Les messagers de Dieu sont cultivés, le peuple est honnête et docile. Ainsi ont toujours été les choses et le seront toujours. Remember, the finer the filter, the milder the taste. Désolé de vous décevoir les vieux élitistes, mais on vous a bien niqué. Salut tout le monde, c'est Nosphéricole et bienvenue dans 5 faits étonnants sur la pop culture. Fait numéro 1. Je pense qu'on peut arrêter de considérer la culture comme un truc chiant de cour royale au début du XXe siècle avec la démocratisation du cinéma comme un loisir pour toutes et tous de 7 à 77 ans. Le swing, le jazz, le rock, la télévision, la radio, les magazines de bande dessinée. Surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec l'avènement du capitalisme en modèle global, la mondialisation, le progrès scientifique, tout le monde commence à jouir d'un confort qui ébranle la vieille dichotomie entre le peuple bête et crasse et la bourgeoisie cultivée. Les gens sortent de chez eux pour aller consommer de la culture, et tout repose dans ce mot, consommer. L'art et la culture deviennent divertissement de masse, et divertissement de masse devient une source de revenus primordiale à l'économie mondiale. Fait numéro 2. Grâce à la naissance de cette culture globale, on unit un peuple autour de cette dernière, grâce à des références communes, un imaginaire collectif, des classiques et des représentations culturelles marquées par leur époque. Plutôt que d'être un secret gardé en vase clos, la culture donne tout son sens à la notion de mémétique. Les idées, les images se propagent entre les individus comme un virus grâce aux vecteurs d'infection que sont les médias. Les idées vont plus vite que jamais auparavant. Fait numéro 3. Les élites des anciens temps n'ont pourtant jamais disparu, et leurs mêmes non plus. Elles ont simplement décidé de se métamorphoser, passant d'une caste supérieure enfermée dans sa tour d'ivoire et laissant le petit peuple à ses basses besognes, à une machine industrielle se nourrissant de la consommation de culture populaire. Cette machine produit, oriente et finance la culture populaire dans le but de propager ses propres mèmes, utilisant le peuple comme vecteur d'infection se contaminant lui-même. D'un maître se prélassant confortablement au soleil en lisant un livre pendant que ses esclaves œuvrent à son confort, le pouvoir devient le cerveau, l'unité centrale de calcul d'un seul et même organisme. Organisme dans lequel le peuple compose les rouages, tuyaux, câbles et servomoteurs. Fait numéro 4. La culture de l'élite existe toujours. Elle est simplement devenue ésotérique et réduite, et se cache absolument partout. Elle est présente dans les obscurs films d'auteur, dans l'art contemporain, dans les choses déconstruites. Elle se cache en pleine vue dans les choses qui obscurcissent leurs propos dans la complexité, et exige une vaste connaissance des références et arcanes du médium artistique utilisé. L'élitisme n'est plus dans l'art en soi, mais dans son intellectualisation et complexification volontaire, dans le but de s'écarter du simple, du ressenti, du profane, du cliché. L'élitisme n'est plus dans l'art et son exécution, mais dans son appréhension. L'ignare apprécie et profite de ce qui parle à son instinct. Le connaisseur analyse l'intertextualité d'une œuvre de manière froide et mécanique et ne sait reconnaître que ce qui parle à sa connaissance de la théorie dans toutes ses applications et subversions. Le mépris de classe ne se fait plus dans la consommation culturelle.
le mépris de classe se fait dans l'analyse et la critique de cette dernière. Fait numéro 5. En s'appropriant cette culture qu'il considère comme la sienne, le peuple la fait évoluer, la subvertit et donne naissance à des contre-cultures. Si les contre-cultures peuvent être dans un premier temps considérées comme une évolution du système immunitaire, une manipulation génétique sur les mêmes des élites, elles ne deviennent que trop inévitablement des pantins de ces dernières, rapides à s'approprier ces mutations, s'y adapter et les intégrer sans aucune gêne dans le mainstream. Une fois stérilisées, dépourvues de toute subversion, on injecte la version gentrifiée de ces contre-cultures dans la culture populaire pour maintenir l'illusion que cette dernière appartient au peuple, tout en empêchant ce dernier de construire quelque chose qui lui appartient réellement. Le blues et le jazz et le hip-hop étaient des contre-cultures afro-américaines, elles sont devenues des pompes afriques du star system. Le rock psychédélique est présent dans la discographie de tout bon bobo parisien qui se respecte. Les mangas et animés d'influence socialiste de l'époque d'Osamu Tezuka laissent leur place à 40 séries interchangeables chaque saison. Elles laissent leur place à une pléthore d'histoires pour jeunes ados vantant les mérites du travail et de la motivation face à l'adversité. Le tout produit par des animateurs et animatrices surexploités et destinés à mourir prématurément sous la charge de travail. Le punk est mort, et le cyberpunk, mort en mémoire. Un choc majeur a ébranlé les fondations de la pensée humaine et de sa propagation dans les dernières décennies. Avec l'avènement des technologies de communication modernes dans les années 80 et 90, l'intégralité de la pensée humaine est progressivement devenue accessible au plus grand nombre. La culture de l'élite est morte face à son accessibilité pour quiconque oserait s'y aventurer, à une époque où même une personne de classe modeste comme moi peut prétendre à citer Andrei Tarkovsky ou Stanley Kubrick parmi ses influences créatives principales entre deux morceaux de Booba ou de PNL. La culture populaire est devenue cette impossible créature autoréplicante et sursaturée, prête à tout moment à s'écrouler sous son propre poids. Des contre-cultures naissent et meurent tous les mois, toutes les semaines, la plupart incapables de survivre face à la rapidité de l'information et la propagation des mêmes. Les auteurs puisent dans le genre et dans la série B, le genre puise dans le film d'auteur, le mainstream puise dans l'underground pervertit le mainstream à ses propres fins, le boogie et le pop deviennent boogie pop. Tous les modèles antérieurs rapidement en voie de disparition, pulvérisés par l'énergie qui radie la cosmogonie du nouveau modèle, s'écroulent et fusionnent vers le même point de convergence dans la création d'un système global, une mégastructure où la somme des pensées humaines se propage librement dans les autoroutes de plus en plus rapides des flots d'informations. Alors que l'individu devient sa propre contre-culture, son propre même, la noosphère humaine métaphorique et métaphysique se matérialise dans un cerveau global tangible. Une no-culture. Si cette mégastructure de l'esprit tire son mérite dans la mort du mépris culturel, dans la fin de l'exclusivité artistique et dans une intertextualité totale, il ne faudrait pas oublier, malgré son évolution technologique fulgurante, qui est aux commandes de l'imposante machine. De l'horrible machine saignant à mort. S'il n'y a pas de bien-être sous un modèle capitaliste, s'il n'y a pas de consommation éthique et éco-responsable sous un modèle capitaliste, il n'y a aucune raison qu'il y ait un bac à sable artistique viable sous un modèle capitaliste. Le cyberespace en tant que vecteur de propagation mémétique reste avant tout l'outil le plus essentiel au capitalisme terminal et à la formulation de ces narrations hyper normales de la réalité. Dans la pluralité, ou plutôt l'hypersaturation de l'ensemble des sous-cultures formant la no-culture, naît l'absence d'une unification populaire autour de références communes fortes. Tout devient isolé dans un individualisme esthétique et dans une balkanisation culturelle quasi totale, où chacun et chacune se réfugie dans sa propre niche, sa propre petite mare, ne laissant s'échapper qu'une quelconque vérité leur convenant dans l'océan putrid au large qu'est la sphère publique. Nous devenons isolés dans cette surabondance d'informations, surconnectés mais déconnectés, hyperstimulés mais en état de cécité sociale et émotionnelle. Le virus se propage. Tout le monde est connecté au contrôle central, mais personne n'est interconnecté. Le statu quo encrasse les boyaux de la mégastructure et empêche la création d'un front uni de l'ensemble des sous-cultures face à la machine hyper parasitique, les utilisant comme pantins et vampirisant. Botnet mettant en réseau une vaste assemblée de batteries organiques œuvrant à sa puissance de calcul, à sa propagation cancéreuse dépourvue de tout sens ou but.
Ne tweetez pas, ne réagissez pas, ne partagez pas, ne regardez pas, ne lisez pas, ne donnez pas votre opinion. Ne ressentez pas, ne propagez pas. Merci de porter attention à cette ondulation au milieu du maelstrom. Puissiez-vous trouver votre véritable foyer et le préserver. N'oubliez pas que seul dans l'obscurité la plus totale peut-on discerner la lueur vacillante des braises.